Ce soir, nous allons parler de géopolitique et de la géopolitique de Donald Trump. Il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps. Et pour ce faire, nous avons deux invités de qualité. À ma droite, j'ai monsieur Paul Rhyn, qui est donc cadre au Parti des Républicains français. Republican Overseas France. Voilà, exactement. Et qui pourra du coup nous donner son point de vue sur tout un tas de sujets. Oui, parce qu'en effet, faut pas confondre. Nos républicains à nous ont voilà, c'est pour ça. Ils se sont inspirés pour se donner pour une image, mais là, on a l'original. Voilà, c'est ça. Ce sont deux choses, voilà. Vrai américain, ouais. Il faut bien distinguer. Et nous avons normalement Alexandre Cormier-Denis, donc fondateur du média Nomos TV, qui est avec nous depuis le Québec. Est-ce que vous nous recevez, Alexandre ? Oui, mais enfin, moi, je vous entends extrêmement bien. Toujours un plaisir d'être sur Radio Courtoisie. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous, c'est un plaisir. Et donc vous nous donnerez également votre point de vue sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Vous avez écrit un livre récemment, Écrit nationaliste, si je ne me trompe pas, préfacé par Renaud Camus. Voilà, je le dis aux auditeurs, si vous voulez vous procurer ce livre, il est disponible en ligne, c'est ça ? Oui, tout à fait, disponible en ligne. Il y a d'ailleurs quelques copies également à la librairie Vincent, où j'ai fait une dédicace la semaine passée. Donc, peut-être pour le lectorat parisien, il peut passer à la librairie Vincent. Il reste quelques copies qui ont été mises en dépôt. Et sinon, sur le site de nomos-tv.com. Eh bien, c'est parfait. Oui, c'est vrai que vous étiez en France il y a quelques jours. J'espère que ça s'est bien passé, que vous n'avez pas été trop traumatisé par ce qui est devenu Paris. Et voilà, mais en tout cas on est très content de vous avoir également ce soir. Alors, pour introduire l'émission, François-Xavier, est-ce que vous voulez introduire d'une certaine manière, ou sinon j'introduis un premier sujet ? Oui, avec plaisir. Alors, depuis on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de Donald Trump avant son premier mandat auquel personne ne croyait. Finalement, au grand désespoir de notre intelligentsia médiatique française, il a créé la surprise lors d'un premier mandat. Apparemment, le déluge annoncé ne s'est pas produit. Il a réussi en 4 ans au pouvoir à mener ses réformes sans détruire les États-Unis et le reste du monde comme ses opposants l'annonçaient. Malgré ça, il a été fortement critiqué lorsqu'il a annoncé briguer un second mandat, malgré le fait qu'il se présentait quand même contre un président en titre, Joe Biden, sénile et totalement inapte à diriger les États-Unis, mais ça n'était pas suffisant pour qu'il paraisse à nouveau comme un candidat respectable et digne de confiance, et à nouveau il a emporté une victoire. Et depuis son inauguration à la Maison-Blanche le 20 janvier, beaucoup de choses ont été faites et ont été dites. Ça fait. Alors on entend, j'étais à Rome la semaine dernière dans un débat politique, les gens nous disaient il nous reste plus que 4 ans. Je veux dire oui, mais attendez, ça fait seulement 2 mois. Et tout ce qui s'est fait en 2 mois, c'est déjà énorme. Le monde a déjà en partie changé en 2 mois, que ce soit sur des questions économiques, des questions de souveraineté, des questions d'immigration, des nominations, et surtout on en parlait avec le président de la Heritage Foundation, et surtout sur la destruction de l'État profond américain, qui était une des priorités et qui sera centrale pour pouvoir mener à bien ses promesses de campagne. Voilà. Donc beaucoup de choses ont bougé et qui sont annonciatrices d'encore plus de mouvements à l'avenir. Donc nous allons en discuter ce soir et essayer d'approfondir un peu tout ça et de voir quelles seront les priorités et à quoi le monde peut-être de demain ressemblera avec Donald Trump. Oui, tout à fait. Alors, donc Donald Trump, au début de la campagne, juste après son élection,
a commencé à faire quelques déclarations qui ont interpellé un petit peu tout le monde. Bon, on connaît Donald Trump avec ses phrases que voilà, je crois que tout le monde est d'accord pour dire, selon les mots de Vladimir Poutine, que c'est un personnage haut en couleur. Et alors, il avait qualifié le président Trudeau de gouverneur de gouverneur du 51e État des États-Unis. Alors, peut-être je m'adresserai d'abord à notre camarade Alexandre Cormier-Denis. En tant que ressortissant canadien, comment avez-vous reçu cette petite phrase de Donald Trump? Oui, petite correction, ce n'est pas le président, c'est le premier ministre, oui, n'est-ce pas? pardon. Parce que nous sommes dans le parlementarisme britannique et votre humble interlocuteur ici est un sujet de Sa Majesté Charles III. Absolument. On se demande quelle est la différence entre parfois pour les Français, c'est pas clair, quelle est la différence entre le Canada et les États-Unis. En gros, le Canada, surtout le Canada anglais, c'est le refus de la Révolution américaine. Toute l'identité canadienne-anglaise est basée sur le fait de refuser finalement la République et d'être loyal à l'Empire britannique finalement en Amérique du Nord, ce qui peut paraître comme une incongruité historique, et c'est pourtant le choix qu'ont fait les Canadiens, disons, depuis 1774. Donc, c'est la grande fracture, parce que même pour moi, en tant que Canadien français, francophone, catholique, finalement, en Amérique du Nord, c'est pas toujours simple de différencier les Canadiens anglais des Américains. Un homme comme Jordan Peterson, par exemple, qui est né en Alberta, pour moi, ça pourrait très bien être un Américain du nord-est des États-Unis, et ça ferait aucune différence. Donc, forcément, en termes linguistiques, en termes même religieux, il n'y a pas de grande différence entre les Canadiens anglais et les Américains. Ce qui les différencie, c'est bien sûr l'histoire. À deux moments, il y a eu la guerre, il y a eu des invasions américaines, 1774-1812. En 1812, l'armée britannique a même été jusqu'à brûler, n'est-ce pas, la Maison-Blanche. La Maison-Blanche que vous voyez là, c'est la seconde Maison-Blanche. Ça a été le deuxième affrontement entre les Britanniques et les Américains, le dernier d'ailleurs, affrontement entre les Britanniques et les Américains. Et forcément, le Canada anglais, étant dans l'Empire britannique en Amérique du Nord, était du côté britannique. Donc, cette question du voisinage avec les États-Unis et de l'annexion ou pas, ça fait partie vraiment de notre histoire. Il faut comprendre qu'on a eu des élites qui ont longtemps été annexionnistes, qui ont voulu rejoindre la République américaine, d'autres qui étaient farouchement opposés. Donc, c'est un sujet qui traverse notre histoire politique, je dirais, depuis, au fond, la déclaration d'indépendance des États-Unis et la guerre d'indépendance. Ensuite, pour revenir au temps présent, parce que bien sûr, on fera pas une histoire géopolitique de relations américano-canadiennes, ça serait beaucoup trop long et je suis pas sûr que ça passionnerait votre public. Mais, tout de même, pour la question que vous m'avez posée, il faut comprendre que depuis l'élection de Donald Trump, chez nous, c'est l'hystérie. C'est-à-dire qu'on a eu évidemment la question des droits de douane, auxquels, pour le coup, on s'y attendait un peu. C'est-à-dire que le programme de Donald Trump avait bien sûr annoncé un peu les couleurs, des mesures protectionnistes, une sorte de remise en cause du nouvel accord de libre-échange qui avait déjà été renégocié par la première administration Trump. Donc ça, pour ce qui est des droits de douane, on s'y attendait un peu. On s'attendait pas à quelque chose d'aussi, disons, agressif de la part des États-Unis, mais on s'attendait à ce que les choses bougent. Ce qui a vraiment, je dirais, jeté de l'huile sur le feu en termes politico-médiatiques dans notre vie politique, c'est la question du 51e État. C'est-à-dire que d'abord, on a eu l'administration Trudeau qui nous a dit, on a été à Mar-et-Lago, et finalement, Trump a parlé du 51e État, tout le monde a rigolé, c'est bien drôle, c'est une bonne blague. Et finalement, un mois plus tard, on a eu un Trudeau paniqué, et à force de se faire un peu agacer par l'administration Trump, nous a dit non, mais en fait, c'est très, très, très sérieux. Et les États-Unis veulent vraiment attaquer la souveraineté canadienne. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où le Parti libéral, donc le grand parti de gauche canadien, s'est retrouvé électoralement redynamisé par une forme de, d'affrontement, de paraître comme finalement le défenseur de la souveraineté canadienne face à des États-Unis vus comme, on va dire, prédateurs. C'est comme ça que je qualifierais les choses. Il faut comprendre que aussi on a vu une vague d'anti-américanisme comme je n'ai jamais vu au Canada. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2003, par exemple. 2003, vous le savez, l'invasion de l'Irak, c'était pas très, très à la mode, même mondialement. Il y avait des manifestations un peu partout en Occident, mais c'était plutôt l'extrême gauche.
C'était l'extrême gauche qui, comme d'habitude, critique les États-Unis pour leur impérialisme. Là, pour le coup, ce à quoi on assiste, c'est même un désamour de la part de gens qui étaient très, très pro-américains. Je réfère notamment à Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, qui précédait Justin Trudeau, qui est un premier ministre considéré comme particulièrement pro-américain, lui-même évangéliste, de la droite conservatrice, qui a publiquement dit, l'attitude actuelle des États-Unis, c'est l'attitude d'un pays qui est de moins en moins ami. Donc, en fait, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de panique de toute la classe politique canadienne qui se demande si, finalement, à travers cette communication intempestive de l'administration Trump, il n'y a pas quand même des velléités sérieuses pour une forme ou une autre, peut-être pas une annexion dans les 5 prochaines années, mais certainement de renégociation, finalement, du cadre stratégique et du cadre légal nord-américain. Tout ça est confirmé, bien sûr, par les déclarations également de l'administration Trump sur la volonté d'annexer le Groenland et également, il faut le dire, sur, finalement, la volonté de récupérer le canal de Panama. Donc, on se pose la question si finalement l'administration Trump ne redécouvre pas finalement la destinée manifeste et la doctrine Monroe dans une version radicalisée. Cela se rajoute bien sûr avec les changements, n'est-ce pas, de perspective de l'administration américaine avec leurs alliés européens. On sent qu'il y a une volonté un peu de cette nouvelle administration de brasser les cartes. Ce qui nous surprend pas, si on a suivi, n'est-ce pas, la campagne de Donald Trump, ce n'est guère surprenant. Mais disons qu'on est surpris. Je pense qu'il y a une forme de surprise de la part de la classe, à la fois médiatique et politique canadienne, de l'agressivité, on va dire, de l'administration Trump sur le Canada. Ceci dit, il faut dire que et là, pour le coup, on lance pas la pierre à l'administration Trump. Il est vrai que depuis les 10 dernières années et le mandat de Justin Trudeau, le Canada s'est un peu enfoncé dans une sorte de délire collectif, très à gauche. Il s'est soumis complètement au politiquement correct, à l'espèce de doxa marxiste culturel wokiste, la propagande transgenre sur les enfants, la légalisation notamment et la tolérance envers des drogues dures, une politique migratoire complètement folle. Et ça, c'est vrai que il y a eu des problèmes d'un point de vue américain de ce côté-là. Et c'est pour ça que l'administration Trump a voulu un peu, je pense, rééquilibrer les choses. Cependant, il faut bien comprendre, je pense que la question des droits de douane, par exemple, et du protectionnisme économique dépasse la question uniquement du gauchisme structurel canadien. Je pense que l'administration Trump veut vraiment réindustrialiser les États-Unis, souhaite mettre en place des politiques protectionnistes au-delà des délires gauchistes du régime Trudeau. Donc, je pense qu'il faut séparer deux choses quand on parle de relations canado-américaines. D'une part, le clash idéologique entre le régime Trudeau et la nouvelle administration Trump, que ça soit sur les enfants transgenres, les hommes, finalement, dans les sports féminins. C'est quand même une chose qu'on peut souligner de positive de l'administration Trump. D'un côté, le clash idéologique, et de l'autre côté, la véritable volonté de l'administration Trump de mettre en place des droits de douane pour réindustrialiser et ramener aux États-Unis des industries. Donc, ce sont deux choses qui se complètent, mais ce sont deux choses qui demeurent quand même distinctes. Dans tous les cas, je peux vous assurer que chez nous, c'est la panique totale et absolue face à cette administration américaine. Et malheureusement, dans notre vie politique pan-canadienne, cela redonne du grain à moudre à la gauche, notamment le nouveau premier ministre qui vient d'être nommé, qui est vraiment une caricature d'élite mondialiste, c'est-à-dire Mark Carney, qui vient d'être mis en place par le Parti libéral du Canada, donc le parti de Justin Trudeau, sans être passé par les urnes. Cet homme est non élu. Il a la triple nationalité britannique, il a la nationalité canadienne, il a la nationalité irlandaise pour évidemment faire partie de l'Union européenne. C'est quelqu'un qui a travaillé chez Goldman Sachs, c'est quelqu'un qui a été directeur de la Banque du Canada, directeur de la Banque d'Angleterre tout en étant opposé au Brexit, alors que finalement le pays négociait le Brexit. C'est quelqu'un que l'élite britannique conservatrice a fortement critiqué en le trouvant beaucoup trop politisé. Et c'est quelqu'un qui a un peu été imposé
dans la gorge des Québécois par une campagne médiatique de propagande totale, soutenue. C'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas il y a 1 mois et demi. Il a fait une apparition au Daily Show de Jon Stewart. Il a été mis de l'avant par la gauche américaine et il a été propulsé sur le devant de la scène par une cabale médiatique. Donc, on nous impose actuellement, en remplacement de Trudeau, quelqu'un qui est à la fois sur la même ligne idéologique, mais qui a un CV beaucoup plus sérieux. Si on veut caricaturer, on peut dire au fond que la marionnette a été remplacée par le marionnettiste et je crains le pire pour le Canada dans les prochaines années avec une telle administration. Souhaitons qu'il y ait des élections rapidement. Dans le pire des cas, il y aura des élections en octobre prochain. Peut-être que le gouvernement va décider également de les déclencher plus tôt. Dans tous les cas, on se retrouve dans une situation politique extrêmement tendue au Canada, avec un premier ministre non élu et beaucoup d'interrogations sur la suite des choses dans les prochains mois et les prochaines années. En effet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette intervention. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on pourrait élaborer. Je pense que ce que je retiens en premier, parce qu'on va essayer de commencer par étapes, c'est en effet cette stupéfaction des partenaires avant même de parler des potentiels adversaires, voire des ennemis. Même si Donald Trump n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, donc n'a pas d'ennemis. On l'a vu aussi, il n'a que des intérêts. Et en effet, cette stupéfaction, on peut la voir à plusieurs niveaux. Le Canada s'est réveillé avec une gueule de bois. On a parlé du Groenland et en fait on n'a pas assez insisté en effet sur le fait que le Groenland appartient au Danemark qui est membre de l'OTAN et qu'on a menacé d'invasion militaire. Et on peut même préciser que comparé à sa population, le Danemark est la population qui a eu le plus de morts en Afghanistan lorsqu'on a déclenché le seul article 5 de l'OTAN après la chute des World Trade Center pour aller défendre les Américains face à leurs ennemis. Donc, en effet, on est dans une sidération à peu près totale. Pour l'Europe, c'est la même chose. Pour l'Europe, alors surtout sur le dossier ukrainien, mais pas que, puisque les droits de douane ont aussi, alors pas été mis en application effectivement, mais pendent au-dessus de la tête de l'Union européenne. Alors, on a parlé du fromage et du champagne, mais on peut s'imaginer que ça va plus loin. Et pour tout le reste, en effet, le golfe du Mexique, qui n'est plus le golfe du Mexique, en tout cas pour Google, puisque les GAFAM aussi se sont pliés à la volonté de Donald Trump très très rapidement. On notera la médaille d'or de champion international de sprint du patron de Facebook, de Meta, qui a réussi à quitter le wokisme et à rejoindre le camp conservateur plus vite que son ombre, et autres. Et donc tout ça, je me tourne vers Paul Rehn. Comment, politiquement, c'est envisagé ? Est-ce que c'est une stratégie du choc très rapide pour surprendre ses adversaires, pour essayer, contrairement à la dernière fois, de pouvoir agir très rapidement pour éviter d'être bloqué, notamment par les juges ? Là, on a vu que dernièrement, Donald Trump a renvoyé 200 ou 300 criminels membres de gang à Bukele, ce qu'il n'avait pas forcément le droit de faire, mais il l'a fait d'après une loi du XVIIIe siècle sur l'état de guerre, et un juge l'a bloqué a posteriori, mais Bukele a tweeté entre-temps oupsie. C'est trop tard, voilà. Donc est-ce que quelle est la stratégie de Donald Trump exactement ? La stratégie de Donald Trump. Tout d'abord, je voudrais dire merci pour l'invitation et je voudrais dire super discours de Alexandre et enchanté. C'était une bonne histoire du le parlementaire canadien et tous les sujets. Et tout d'abord, je m'excuse pour mon français et j'essaierai de parler lentement pour que vos auditeurs puissent me comprendre. On comprend très bien. Je suis pas comme Alexandre. Mais je voudrais dire d'abord que les Américains adorent les Canadiennes. Moi, je viens de Buffalo, à New York, sur la frontière avec Canada. J'ai passé moitié de ma vie au Canada, de ma jeunesse, et on est tous les grands fans des Canadiens, mais les républicains ne sont pas les fans de Justin Trudeau. Ça, c'est sûr. Ça s'est senti. Ça fait mal à voir tout ce qu'il a détruit pendant les dernières années.
Et comme Alexandre a bien dit, qu'on ne voit pas une grande différence, un grand changement entre Trudeau et Mark Carney. Mark Carney, comme vous avez bien dit, et je crois qu'il était membre de le board de World Economic Forum aussi. Et tout Bilderberg. Oui, tout ça. Donc, ça sera le même globalisme, le même wokisme et malheureusement, parce qu'on adore Canada, malheureusement, ça ne va pas bien changer. Et vous avez bien dit qu'il n'était pas élu. Un peu comme Kamala Harris aux États-Unis. On n'a jamais reçu des voix. Elle a été choisie. Et ça, c'est une autre raison qu'elle a été complètement rejetée par le peuple américain. Et je vois le même, peut-être la même chose au Canada. La vision de Donald Trump, c'est compliqué. Il y a beaucoup de différentes priorités. Et cette blague avec le 50e État pour Canada, c'est dommage à mon avis en fait. Au début c'était drôle, ok, mais il faut pas continuer parce que c'est comme Alexandre a bien dit que les plupart, il y avait beaucoup de Canadiens qui étaient complètement fatigués avec Trudeau. Et vous avez parlé de Jordan Peterson, qui est une énorme héros aux États-Unis pour le droit américain et les autres. Et il y avait je crois que en fin janvier, il y avait beaucoup de Canadiens qui étaient très contents que Trump était élu, même en France. Et depuis cette blague, il faut jamais insulter la souveraineté d'un allié comme ça, à mon avis. Et je n'aurais pas dire les choses comme ça, mais j'espère que les Canadiens vont juste réaliser que c'est plutôt fixé sur Trudeau et pas les Canadiens, pas le peuple canadien. C'était une blague de Donald Trump en fait. Oui, c'est une blague plutôt directée après que Trudeau est allé à Mar-a-Lago. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État, l'autre jour a clarifié que pendant cette visite, Trudeau a dit qu'on a besoin des États-Unis, on ne peut pas survivre sans les États-Unis. Vous connaissez cette histoire, Alexandre? Oui, tout à fait. Et il commençait, et Trump a répondu comme pour rigolo, ça serait mieux si vous êtes juste le 51e État des États-Unis et vos impôts seraient beaucoup mieux, plus bas, etc., etc. Et malheureusement, il a continué un peu trop long et maintenant, c'est une insulte aux Canadiens que je déteste avoir. Surtout sur les hymnes nationaux pendant les matchs de hockey sur glace. Je suis un grand joueur de hockey sur glace moi-même et je n'aime pas ça. Donc j'espère que... Mais c'est dans le sujet de négociation avec Trudeau et maintenant Carney sur les droits de douane et les choses comme ça. Mais les priorités de Donald Trump sont... excuse-moi juste pour une seconde. Il y a 5 grandes priorités, 5 axes. Le premier, c'est l'économie, évidemment. Et ça, c'est y compris tout l'économie. C'est un grand sujet. Après 4 ans d'inflation continue de Joe Biden, l'économie, c'est toujours la priorité numéro 1. Ça, c'est où... Et Alexandre a bien dit, le réindustrialisation aux États-Unis, de créer plus des investissements aux États-Unis. Les gens il y a déjà attracté ou il a déjà réussi d'avoir des milliards de dollars des investisseurs qui a promis d'investir en IA, intelligence artificielle et les autres choses aux États-Unis. Et parce que il voudrait attracter des entreprises internationales pour déménager aux États-Unis, ouvrir les usines, d'éviter des droits de douane et avoir des impôts beaucoup plus bas et créer des postes de travail aux États-Unis. Et pas juste dans le logiciel et les services, mais les vrais
manufacturing, on dit, fabrication des voitures, des produits. C'est ça on a perdu beaucoup aux États-Unis depuis les dernières décennies. Et donc, l'économie, c'est tout ça, réduire les impôts, plein des exemples. Et d'ailleurs, en effet, le patron de la CMA-CGM, dont le siège est pourtant à Marseille, grande société franco-syrienne, va-t-on dire, de transport maritime, a annoncé début mars qu'ils allaient investir 20 milliards de dollars aux États-Unis et produire des navires sur place. Centaines de milliards déjà. Mais il voudrait, c'est un grand défi parce qu'il voudrait réduire les impôts. Il va réduire les impôts. Il a déjà commencé sur les pourboires, les horaires supplémentaires, pas des taxes. Oui, et c'est important de préciser très parce qu'on parle de la population modeste. Beaucoup de gens disent Donald Trump va faire la politique pour ses amis milliardaires et ses amis millionnaires. Mais non, c'est pour les travailleurs. C'est les ouvriers, les gens dans les restos, dans les bars, les pourboires, les heures supplémentaires, et pour les gens retraités. On dit Social Security aux États-Unis, sécurité sociale pour les retraités. Pas des taxes. Ça change tout. Et ça, c'est pourquoi il est vraiment pour les travailleurs, pour le peuple. Et aussi, mais il voudrait réduire les déficits. Le déficit aux États-Unis, c'est 1 000 milliards tous les ans. 1 trillion tous les ans. C'est incroyable. Et pour réduire les impôts et réduire les déficits à la même temps, comment faire? Mais une solution, c'est Dodge avec Elon Musk, qui est ennemi numéro 1 pour les démocrates aux États-Unis, parce qu'il a déjà trouvé une centaine de milliards de gaspillage. Oui, il a déjà supprimé des organismes, l'USAID et autres. L'USAID, c'est juste une petite partie. Il y a plein de choses. Des milliards déjà identifiés. Et il fait pas, il propose au cabinet de Donald Trump pour faire. Et tout ça, c'est dans le grand sujet de l'économie. Deuxième, c'est énergie, qui est une partie de l'économie. De réduire le coût d'énergie et d'avoir plus d'énergie. C'est complètement, change les régulations et tout ça. Troisième, c'est sécurité. Donc, il est en train de faire tout ça à la même temps. Donc, ça c'est beaucoup. Et sécurité, c'est énorme. C'était presque le priorité numéro 1 pour le peuple pendant l'élection. Normalement, c'est économie. C'était économie, mais sécurité, surtout immigration illégale et clandestine, c'était numéro 2, très, très proche. Et Biden il a rien fait. Il a fait pire que rien. Il a ouvert les frontières. Il y avait entre 10 et 15 millions des illégaux clandestins qui est arrivé aux États-Unis en 4 ans. C'était le plus grand niveau dans l'histoire des États-Unis, qui est pas juste un coup, mais tous les crimes, les crimes atroces. C'était horrible. Et Trump a déjà fermé les portes. Donc, sécurité. Et après, les derniers deux, c'est la fin du wokisme aux États-Unis, que Alexandre a parlé aussi. C'est le problème au Canada et en Europe. Trump, avec les ordres exécutifs, il a déjà commencé de arrêter le wokisme dans les écoles publiques, par exemple, les groupes fédéraux, où il peut contrôler, et ça, c'est génial. Et les derniers, évidemment, c'est le paix dans le monde. Donc, qu'on va parler. Donc, 5 grands axes, et il est en train de faire tout ça en même temps. Et sur l'immigration illégale, qui en effet était quelque chose de fondamental dans son programme, hein. Il avait promis la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Ouais. Et on peut même aller plus loin, parce que le peuple, en effet, en avait assez, mais Biden aurait pu même créer une nouvelle guerre de sécession. On se souvient, en 2024, Greg Abbott, le gouverneur du Texas, avait même réuni 14 autres gouverneurs républicains, principalement du Sud, pour organiser la révolte contre Washington.
Washington, et avait même mobilisé la garde nationale, parfois même presque contre l'armée américaine, qui voulait maintenir la frontière ouverte de force, et les États du Sud ont mobilisé leur garde nationale pour fermer cette frontière et préserver leur population. Donc Joe Biden jouait à un jeu extrêmement dangereux pour l'unité des États-Unis. Et Mayorkas aussi, secrétaire du Department of Homeland Security, qui, je voudrais qu'il est mis en prison parce qu'il a menti pendant 4 ans qu'il n'avait pas un problème, que les frontières étaient fermées, surtout avec Mexique. Mais après, tout le monde a vu finalement que c'était vrai. Les républicains n'étaient pas en train d'exagérer. Mais Trump, en 2 mois, il a fermé les frontières. Et désormais, les chiens sont en sécurité aux États-Unis. Les chats ne se font plus manger par les clandestins aux États-Unis. Ah oui, les chats, j'ai oublié cette histoire. Ah ouais, ok. Mais alors, la popularité de Trump est la plus haute que jamais. Aussi, mais je sais que le média français jamais parle de ça parce que en France on voit que les critiques et les problèmes on soulignait les problèmes que Trump avait avec les droits de douane, mais son popularité est la plus haute que jamais et la popularité de le Parti démocrate est le plus bas que jamais. Oui, alors c'est vrai qu'en France, on est un peu sous la même administration qu'au Canada. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être pas aussi fort, je ne sais pas, mais c'est le même, c'est la même, le même wokisme sur les mêmes mêmes réseaux, etc. Ouais. Donc effectivement, tout ce qui est un petit peu anti-woke, tout ce qui est critique de près ou de loin, l'immigration qui met en avant des valeurs conservatrices ou l'identité, etc. automatiquement fait l'objet d'une diabolisation par les hommes politiques et les médias. Donc ça, c'est certain que dans les médias français, on entendra rarement des éloges de Donald Trump et les choses positives qu'il peut faire, puisque comme chacun, il n'est pas exempt de critiques, mais qu'elles soient positives ou négatives. Mais bon, les médias français sont ainsi qu'ils ne montrent que les aspects négatifs. Alors, effectivement, vous nous avez donné tout l'ensemble des objectifs, on va dire, principaux des Républicains. Et vous avez conclu par la paix dans le monde. Alors, c'est vrai que Donald Trump est vu comme... nous qui sommes d'une sensibilité de droite, on s'intéresse à Donald Trump, évidemment, et on perçoit qu'il est... En effet, pour un président américain, en tout cas, quelqu'un qui apparaît comme étant plutôt isolationniste, c'est quelqu'un qui a, dans son premier mandat, plutôt fait rapatrier des troupes américaines du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui n'a pas déclenché de guerre. Donc, on le voit comme un nationaliste, finalement, qu'on pourrait mettre en opposition avec une caste néoconservatrice aux États-Unis qui avait une tendance belliqueuse, ou en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit. Alors maintenant Donald Trump est au pouvoir et semble, alors à part les quelques blagues sur l'annexion du Canada ou peut-être l'annexion du Groenland aussi dont on pourra parler après, il veut donc faire arrêter des guerres. Il avait parlé de faire arrêter la guerre en Ukraine quelques jours après son élection. Et alors on a pu voir les négociations avec le président Zelensky, dont un extrait de quelques minutes a buzzé, comme on dit, a été divulgué sur tous les réseaux sociaux, et voilà. Alors Alexandre Cormier-Denis, vous avez vu cette scène comme nous, mais peut-être que vous avez une vision sur cet entretien et sur cette façon qu'a Donald Trump de mener des comment on appelle ça, des négociations. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut dire que Donald Trump a un réel souhait d'arrêter la guerre? Est-ce qu'il est pro-Poutine, comme on peut le dire? Comment vous voyez les choses? Oui, très intéressant. Beaucoup de sujets que vous soulevez. Sur l'entretien avec Zelensky, moi, je réfère quand même à l'entretien au complet. Moi, j'ai écouté les 50 minutes. C'est-à-dire qu'au départ, Donald Trump est très souriant. Tout le monde est très aimable. Et en fait, Zelensky est très énervé.
En vérité, il coupe le président américain, il le reprend devant les médias. Et en fait, moi, j'ai fait une analyse médiatique. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, ce qu'on sent, quand on analyse véritablement ce qui s'est passé à la Maison-Blanche cette journée-là, ou dans le bureau ovale, c'est qu'en fait, Zelensky ne pensait pas que le plan de paix américain était bon, parce qu'il considérait que les garanties de sécurité données sur les terres rares n'étaient pas suffisantes. Bon, mais s'il voulait pas signer l'entente, s'il était venu à la Maison-Blanche et au bureau ovale pour faire une esclandre, il fallait pas qu'il soit là. Je pense même que l'administration américaine voulait signer l'entente sans le faire venir. Et ce sont les Ukrainiens qui ont fait pression afin de faire finalement cette conférence de presse et d'apparaître devant les caméras. Donc moi, tout de suite, ma réaction, ça a été de dire à Zelensky, en fait, si Zelensky voulait pas signer cette entente, il fallait pas y aller, tout simplement. Parce que là, il s'est un peu auto-explosé en vol. Évidemment, on aimerait tous que les États soient souverains entre eux et qu'ils aient la même puissance géopolitique, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y avait un rapport de dépendance économique, de financement militaire de la part de l'Ukraine face aux États-Unis, et que malheureusement, Zelensky et l'administration ukrainienne, parce que on personnalise beaucoup le débat entre Trump et Zelensky, mais derrière Zelensky, il faut pas oublier, il y a tous les militaires ukrainiens. Et il y a des franges nationalistes très dures derrière Zelensky. C'est comme Poutine. On pense que Poutine est un homme radical. D'ailleurs, Poutine, il y a des gens encore plus radicaux que lui. Bon, mais c'est un peu la même chose en Ukraine. Zelensky est pris avec une opinion publique très remontée, en partie nationaliste, très remontée, et il doit donner l'impression de défendre au maximum les intérêts de sa nation, qui est agressée, je dirais, de façon existentielle par la Russie. Et c'est ça la complexité de cette guerre, au fond. C'est qu'on a deux nations qui considèrent que ce sont des enjeux existentiels pour eux. Pour elle, en fait. Et c'est pour ça que cette guerre sera très difficile, selon moi, à arrêter, parce que la Russie considère fondamentalement que l'Ukraine fait partie de sa zone d'influence, voire même que c'est son centre historique, avec la Russe de Kiev. Je sais pas si vous avez écouté cette fameuse entrevue entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Tucker Carlson s'attendait à une leçon de géopolitique, il a eu droit à une leçon d'histoire. Parce qu'en fait, on est face à quelqu'un qui a une vision nationale, historique de la Russie, qui est Vladimir Poutine, et qui considère que l'Ukraine, c'est la petite Russie. Il y a la grande Russie, la petite Russie, l'Ukraine, et la Russie blanche, il y a la Biélorussie, qui elle-même a déjà été un peu vassalisée géostratégiquement par les Russes. Donc, on est face à une situation extrêmement complexe. Donald Trump, je pense, oui, il veut véritablement la paix. Il ne veut pas simplement la paix, par ailleurs, entre la Russie et l'Ukraine, il la veut au Proche-Orient. Rappelons les accords d'Abraham de son premier mandat. Il a réussi à faire reconnaître 4 pays arabes, à leur faire signer la paix avec Israël. Et évidemment, le plan, c'est bien sûr, c'est pas pour rien que la première rencontre entre les Américains et les Russes s'est déroulée à Riyad, c'est d'amener un traité de paix entre Israël et l'Arabie saoudite. C'est-à-dire de pacifier, d'arriver à un accord où on arrive à faire asseoir à la même table Israéliens et les régimes arabes, peut-être en contournant notamment la question palestinienne. Donc oui, je pense qu'il y a des volontés sincères de Trump de régler des conflits, comment je pourrais dire, mondiaux. Cela dit, évidemment, ça s'accompagne d'une forme de, on va dire, de brutalité, si on peut dire, dans le style, dans la forme diplomatique avec ses alliés traditionnels. Cette histoire par exemple, de l'OTAN, augmenter le PIB. Alors, durant son premier mandat, Trump disait aux pays de l'OTAN d'augmenter leur PIB pour la défense de 2%. Maintenant, on est rendu à 5%. C'est une manière un peu de dire aux Européens, vous êtes bien sympathiques, les Européens, on vous défend depuis 45. Vous payez des social-démocraties bien grasses, bien généreuses, mais à un moment donné, on peut pas faire le boulot pour vous. Et au fond, c'est peut-être le temps pour vous de vous occuper de ce qui vous apparaît à vous comme une menace géostratégique. On se rappelle que la Finlande a été neutre pendant toute la guerre froide face à l'URSS et que là, récemment, dans les 3 dernières années, elle a rejoint l'OTAN. Pourquoi? Eh bien, parce la classe politique d'Europe du Nord et notamment une partie en tout cas de la classe politique d'Europe centrale, on pense à la Pologne, on pense en Europe du Nord aux Pays-Baltes, à la Finlande, sont très, 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 très nerveux face aux Russes. Alors évidemment, la vision qu'on a de Montréal ou de New York ou de Buffalo ou même de Paris face à la Russie, c'est pas la même que quand on est balte ou polonais ou finlandais. Il y a des réalités géostratégiques, c'est comme nous. Les États-Unis, c'est pas quelque chose de fou et d'abstrait.
Moi, j'habite à 20 minutes de la frontière américaine. C'est très concret des États-Unis. Bon, ben pour les Pays-Bas, pour les Polonais, pour les Finlandais, c'est très, très, très concret, la Russie. Et est menée contre ces pays-là, notamment la Pologne à travers la capitale de Minsk, à travers la Biélorussie, une guerre hybride où le régime, finalement, de Loukachenko pro-Moscou utilise des migrants du Proche-Orient qu'il envoie aux frontières de l'Union européenne et envoie sur la Pologne. Donc, il y a de vrais enjeux géostratégiques de confrontation entre la Russie et l'Europe. Et ce que dit Trump, c'est « Moi, je peux bien mener une guerre géostratégique face aux Chinois dans le Pacifique, mais je peux pas tout prendre de front. Et il va falloir que vous, les Européens, vous commenciez à accepter votre rôle. Votre rôle de quoi? Ben, de vous défendre vous-même. C'est-à-dire, on est là, on est encore là, hein, Jill Evans l'a dit, Exet l'a dit également en Pologne, les troupes vont rester en Pologne. Seulement voilà, il faut commencer à s'investir. Et là, les Polonais, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à mettre 4% de leur PIB dans la défense. Ils vont bientôt avoir une armée, en termes d'armée de terre, plus grande que la France. Alors, évidemment, pas au niveau géostratégique, avec l'ensemble des capacités militaires françaises, mais ne serait-ce que les sols aux troupes, ils vont dépasser les Français. Et la stratégie polonaise, c'est de devenir la plus grande armée d'Europe. Trump, qu'on voit maintenant comme étant une espèce de prédateur économique, c'est quelqu'un qui, selon moi, ne fait juste que révéler l'état de différence, finalement, géostratégique entre les États-Unis et le reste de l'Occident. Au fond, ce que les Américains faisaient avant, prédation économique, rachat d'Alstom, etc., ce qu'ont vécu les Français, ça va continuer. Et ça existait précédemment à Trump et ça existera après lui. Seulement, Trump, moi, je l'appelle l'apocalypse Trump. Hein, vous savez, apocalypse, en grec, ça veut dire révélation. Trump révèle les rapports de force réels. Et en fait, il dit aux Européens, ben maintenant, les cocos, c'est le temps de s'occuper de votre défense à vous. Et là, la balle est renvoyée dans le camp des Européens. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'Europe de la défense? Vous voulez réinvestir dans l'OTAN? Vous êtes dans un repli nationaliste? Quel est votre plan, en fait, les Européens? Parce que nous, on peut pas être là, toujours, à essayer de vous défendre. Donc, moi, je vois cela comme une opportunité, en fait, à la fois pour le Canada dans l'Arctique, hein, on sait qu'il y a des contestations sur les frontières entre le Canada et les États-Unis dans l'Arctique. Oui, mais le Canada aime pas ça, parce que les États-Unis contestent la frontière, mais en même temps, ce sont les Américains qui protègent la frontière canadienne dans l'Arctique. Donc, à un moment donné, hein, le Canada, les social-démocraties de l'Ouest de l'Europe, ils doivent faire un choix. Est-ce qu'on se paye de bien grosses grâces social-démocratie et on se fait protéger les fesses par les Américains, ou est-ce qu'on est des acteurs de l'histoire, on se réarme et on défend finalement nos intérêts géostratégiques de façon plus musclée? Ça ne veut pas dire de s'affronter face à nos autres partenaires occidentaux, mais ça veut dire de réinvestir ce domaine militaire. Donc, à mon avis, le régime, si je peux dire Trump, ou en fait l'administration Trump, a le mérite de dévoiler les rapports de force réels et de secouer un peu les acteurs géopolitiques européens et canadiens, j'inclus le Canada là-dedans, disons les acteurs politiques occidentaux qui s'étaient un peu endormis sur leur laurier. Oui, alors merci pour tous ces sujets. On va lancer Monsieur Paul Rhyn juste ensuite, juste après. Juste avant, on écoute un bobino et on revient tout de suite. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur le Libre Journal de l'Occident sur Radio Courtoisie et nous sommes en compagnie de Alexandre Cormier-Denis et Paul Rhyn et nous parlons de la géopolitique de Donald Trump. Alors, Alexandre Cormier-Denis, vous avez soulevé effectivement l'idée selon laquelle les États-Unis finalement se désolidarisent en quelque sorte des pays occidentaux en leur disant écoutez, nous ne sommes pas votre police privée, finalement occupez-vous de votre défense vous-même. Mais alors Paul Rhyn, vous êtes là pour porter la parole des républicains et voilà de Donald Trump. Est-ce que finalement, en ayant cette attitude vis-à-vis de la Russie et en disant à Vladimir Poutine et en forçant finalement à Zelensky à signer un accord avec des conditions qui pourraient être très défavorables à l'Ukraine,
finalement, en cherchant la paix, est-ce qu'il ne va pas conforter ou fortifier une assurance du point de vue de la Russie qui finalement va être contre-productive et en fait va créer l'effet inverse. C'est-à-dire que Poutine va se dire finalement les États-Unis ne sont plus derrière l'Europe et comme disait Alexandre Cormier-Denis, les pays qui sont proches de la Russie comme la Pologne ou d'autres peuvent devenir finalement encore plus menacés et finalement demain on pourrait avoir deux nouvelles invasions de la Russie et créer alors voilà après effectivement c'est à eux de se défendre mais dans le cadre des accords de l'OTAN est-ce que finalement c'est pas un rôle que doit quand même assumer les États-Unis? Bon, ça c'est la grande question, c'est le détail de cette négociation pour le premier cessez-feu. L'image de le monde est que Donald Trump est un pion de Poutine qui va se rendre. Ça, c'est qui va se Poutine non se surrender à la condition oui. de Poutine. C'est pas vrai. C'est juste que on n'est pas dans la pièce, on n'était pas sur l'appel. Donald Trump est fort, il est dur. Je crois que tout le monde a vu ça. Et il sera dur avec Poutine, à mon avis. Il était toujours dur avec la Russie, avec les sanctions. Il était le premier de envoyer les javelins à Ukraine pendant son premier mandat. Après que Biden a envoyé des couettes, il y a toujours les histoires comme ça. Trump était toujours, il a essayé de convaincre l'Allemagne d'arrêter d'acheter le pétrole de la Russie. Il n'a pas fait, il a continué. Trump a réussi d'arrêter le pipeline créé par la Russie. Et il était toujours dur. Mais c'est pas que il est faible avec eux. Il est Dieu, mais c'est un respect mutuel. C'est pas une amitié avec Poutine, c'est un respect mutuel. C'est pas une amitié mutuelle, un respect mutuel. Similaire de Reagan avec Gorbachev, à mon avis. Et à voir qu'il y avait cet appel avec Poutine aujourd'hui qui durait 90 minutes. Évidemment, Trump est un pragmatiste aussi. Il voit la réalité. Il voudrait arrêter. Il est le seul depuis 3 ans qui parle de la paix. Et en Biden, il n'a pas communiqué avec Poutine depuis avant la guerre, depuis plus de 3 ans. Et une casse de communication entre les deux, les pays le plus puissant du monde en termes de nucléaire, de casser la communication, c'est pas juste stupide, c'est dangereux. Et d'ailleurs, il y a un tweet, parce que beaucoup de personnes accusent Donald Trump d'être l'allié de Poutine. Oui. Il y a un tweet qui est passé inaperçu 3 jours après la réunion avec Zelensky, où Donald Trump déclarait sur son Twitter, qui est presque un ministère des Affaires étrangères bis, il déclarait sur Twitter qu'il envisageait d'appliquer des sanctions massives au système bancaire russe s'il continuait à bombarder les populations civiles ukrainiennes. Donc en fait, vraiment tout de suite après ce coup d'arrêt qu'il a mis à Zelensky, qui faisait preuve d'un peu trop de prétention dans son bureau, il a également exprimé à Poutine certaines mises en garde si lui-même allait trop loin et se sentait pousser des ailes. Donc en effet, c'est un peu quand une certaine gauche ou certains observateurs accusent un peu trop rapidement Donald Trump d'être vendu à la Russie, c'est encore là aussi un manque de pondération dans la réflexion et dans les propos. Oui, donc moi j'ai confiance en Donald Trump. Évidemment,
il y aura un grand compromis. Les deux côtés, Zelensky et Poutine, devraient faire des compromis. Et on voit les problèmes de territoire, on voit des problèmes de OTAN, et il y a des sujets. Mais j'ai déjà vu que Trump parlait des sanctions, de geler quelques milliards, centaines de milliards de dollars, peut-être aux États-Unis, que Poutine déjà parlait de... Il peut donner l'accès à quelques métals rares dans les territoires de Donbass ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plein de différentes choses à discuter, à négocier. Et pour moi, la bonne chose est Poutine est à la table. Que je crois que personne d'autre sur cette planète pourrait faire une discussion de cessez-feu avec Poutine, à part de Donald Trump. Et il y avait des millions tués déjà, des millions, pas des dizaines, des mille, plus de 1 million. Et les gens, il faut arrêter tout ça. Cette idée que l'Ukraine peut pousser le militaire russe de retourner à Moscou, c'était ridicule, à mon avis. Il faut négocier une paix et seulement Donald Trump peut faire ça. Évidemment, les deux côté, Zelensky et Poutine devraient face à face avec les Européens, avec les Américains. Mais j'espère et j'ai croisé les doigts qu'il y aura au moins un cessez-feu maintenant ou bientôt et que les deux équipes, les 3 ou 4 équipes vraiment commencent à travailler et réussir d'avoir un accord de paix durable. Alors c'est vrai que moi ce que je pense, ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement ce qui fait peur avec Donald Trump, c'est surtout dans la forme, parce que il a une façon de dire les choses ou de faire des déclarations sur des sujets extrêmement importants comme la guerre, qui peuvent apparaître comme fantaisistes, et c'est vrai que par exemple je pense à lorsqu'il a rencontré Benjamin Netanyahou dans le cadre, pour le coup, des discussions dans le conflit israélo-palestinien, et qu'il parle de déporter tous les Gazaouis, de construire des hôtels et de reconstruire Gaza finalement, et d'en faire une espèce de Las Vegas ou que sais-je, ce qui nous amuse d'un côté, mais ce qui en même temps fait peur, parce qu'on se dit ce qui se passe à Gaza reste à Gaza. Est-il sérieux finalement? C'est un petit peu ça, je pense, qui nous fait peur. On se dit voilà, il dit quelque chose, est-ce que ça va être suivi des faits ou pas, et peut-on se fier à ce qu'il dit? Alors moi, du coup, je rebondirai là-dessus. Je pense qu'en effet, déjà, il y a une partie de terreur que nous avons en Europe. C'est que nous ne sommes plus habitués à des politiques qui veulent profondément changer les choses et qui veulent les changer rapidement. Un des hommes politiques préférés des Français était Jacques Chirac. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien fait. Alors certes, il s'est opposé à la guerre en Irak, ce qui était une très bonne chose et qu'on nous ressort en permanence. C'est encore quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais au bout de 2 mandats quand même. Donc c'est quand on nous parle de son bilan, on parle de la guerre en Irak. Mais sa présence à la tête de l'État a été un peu plus durable que ça. Et du coup, je vais rebondir là-dessus pour dire qu'en effet, on a parlé juste avant un peu du retrait militaire des États-Unis sur le sol européen, mais j'ai l'impression qu'il est un peu en train de se faire remplacer par une présence politique sur le sol européen. J'étais il y a 15 jours, 3 semaines à la conférence de l'Arc à Londres, qui est une grande messe des conservateurs occidentaux, va-t-on dire, je ne sais pas comment la définir. Et en fait, au cœur de cette conférence étaient présents les Américains. Alors, certains Américains, certains très visibles, certains sénateurs, certains élus du Congrès, et d'autres d'associations de la société civile, mais tout aussi puissants et tout aussi influents. Et tous les Européens les cherchaient, les traquaient entre les stands, entre les allées, parce que tout le monde essaye de toucher du doigt ces républicains qui ont gagné, qui sont en grâce actuellement et dont on essaierait de capter
ajouter un petit peu de sainteté pour essayer de réussir à faire gagner nos idées. Et en fait, c'est un peu plus que cette conférence, hein, puisque un peu partout, on se souvient des images de Marine Le Pen qui va essayer de rentrer dans la Trump Tower et qui finit à la cafétéria sans être reçue. Mais il y a quelques semaines, Sarah Knafo, qui elle a été invitée, qui a été reçue, Jordan Bardella au CIPAC, le grand congrès de droite aux États-Unis, même si il n'a pas forcément brillé par son courage et la volonté de vraiment essayer de comprendre ce qui se joue là-bas et de se rendre compte que les enjeux dépassent un petit peu le qu'en dira-t-on de la presse de gauche parisienne. Mais vraiment, on a l'impression que tous les partis européens de la Hongrie, de la Roumanie, actuellement, je me suis entretenu avec des gens qui concourent dans les prochaines élections présidentielles qui auront lieu en Roumanie au mois de mai. Les gens tournent leur regard vers les États-Unis, vers la façon dont ils se sont battus pour arriver au pouvoir, et surtout par leur nouvelle manière de faire de la politique. Rapide, brutale et d'annoncer ses idées sans s'en cacher. D'ailleurs, Zemmour avait un peu fait ça quand il s'était présenté aux élections. Il avait mis des thèmes sur la table qui étaient inabordables. Le grand remplacement, la remigration, etc. Il était à 20% jusqu'à décembre de l'année présidentielle. Donc en fait, c'est une nouvelle manière de faire la politique qui commence à coloniser le cerveau des gens engagés en politique au niveau européen. Et j'ai l'impression que ce sera un petit peu l'avenir pour les 4 prochaines années lorsqu'on essaiera de parler de n'importe quel type d'échéance politique en Europe. Alors Alexandre Cormidoni, je ne sais pas politiquement comment vous voyez la chose et si vous ressentez ça aussi un petit peu depuis le Canada. Oui, ben évidemment, cette question-là est complexe, hein, parce que, évidemment, à partir du moment où les États-Unis sont dans une forme de protectionnisme économique et qui vont imposer des droits de douane à des alliés historiques, moi, je peux comprendre la stratégie de créer quand même une certaine distance face à l'administration américaine et le soutien à Donald Trump. Marine Le Pen, pour parler de la France, du grand parti on va dire national-populiste français, le Rassemblement national, il n'est pas inintéressant de constater que Marine Le Pen, Jordan Bardella ont pris une espèce de pas de distance face à Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, dans quelques temps, il y aura des droits de douane imposés à l'Union européenne, que ça pourrait avoir un impact sur une partie du public français et donc de l'électorat français, et qu'apparaître comme le relais finalement des États-Unis en France, c'est pas nécessairement payant au niveau électoral. Hein. C'est ça le truc avec les patriotes. On aimerait bien être face à une espèce d'internationale patriote nationale conservatrice. Le problème, c'est qu'évidemment, contrairement aux libéraux postmodernes et mondialistes, eh bien, on défend l'intérêt de nos pays. Et nos pays respectifs, parfois, n'ont pas exactement les mêmes intérêts. C'est comme chez nous. Hein. Vous savez, le grand candidat conservateur, Pierre Poilievre, ne s'est jamais associé de proche ou de loin à Donald Trump, sachant très bien qu'il y allait sans doute avoir des droits de douane et qu'on allait rentrer dans une sorte de confrontation, tout le moins au niveau économique et au niveau tarifaire avec les États-Unis. Donc, il y a toujours eu aussi une espèce de, je dirais, même si sur la guerre culturelle, on peut tout à fait s'entendre, on peut même s'inspirer, je pense, de l'administration Trump pour son efficacité à combattre le marxisme culturel, à combattre le gauchisme, à combattre l'immigration, en tout cas illégale. Je pense que l'administration Trump peut vraiment nous inspirer. Cette histoire de l'USAID, on a vu que ça a eu des conséquences même jusque chez nous et même en France. On s'est mis à questionner l'aide internationale de nos pays qui finance finalement le théâtre transgenre au Guatemala. Et on s'est dit, est-ce que vraiment les impôts des contribuables doivent vraiment servir à ça? Ou pire encore, servir à des fonds privés de médias de la BBC. Oui, Sarah Knafo a fait une sortie très remarquée, en effet, sur l'emploi des fonds par l'Agence française de développement, en effet, dans la lignée de cette suspension des aides à l'USAID. Oui, et regardez le candidat Pierre Poilievre, qu'est-ce qu'il fait? Candidat Pierre Poilievre, donc, qui est le candidat conservateur qui va affronter Mark Carney, donc le remplaçant de Trudeau, lors des prochaines élections fédérales canadiennes. Il parle de réduire l'aide internationale pour remettre de l'argent dans la défense canadienne, notamment la défense de l'Arctique. Donc, vous voyez, il y a, là, évidemment, pour les Français, c'est un peu abstrait l'Arctique, mais il faut comprendre que c'est un point de passage pour les bateaux chinois, et évidemment,
russe et également américain avec l'Alaska. Donc, c'est un enjeu géostratégique mondial qui va prendre de l'ampleur dans les prochaines années avec, évidemment, les bouleversements climatiques. Donc, comme je dis, il y a des choses que l'administration américaine fait qui sont très intéressantes. Il y a à n'en pas douter. Seulement, je comprends aussi la volonté de nos partis nationaux populistes, conservateurs, identitaires, peu importe comment on les décrit, la droite, quoi, en général, de prendre quand même un pas de distance avec l'administration de Trump parce que on s'en va vers une administration américaine qui est dans une phase un peu de repli protectionniste. Et repli protectionniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire imposer des droits de douane aux autres pays, même aux pays alliés. Donc, forcément, au niveau électoral, il y a une stratégie, je pense, intelligente de la part de nos leaders de droite ou nationaux populistes. Est-ce que Marine Le Pen est vraiment de droite? On ne sait pas trop, mais enfin, peu importe. National-populiste. Voilà, de s'inspirer en partie des bons points de l'administration Trump et en même temps de garder une distance critique avec cette administration pour ne pas avoir l'air de la cinquième colonne trumpiste en Occident. Donc, c'est une espèce de jeu de tango, je pense, auquel on assiste actuellement à droite dans beaucoup d'endroits en Occident. Évidemment, peut-être que dans le monde, peut-être que chez les Britanniques, c'est moins le cas. Nigel Farage, vous savez, même Nigel Farage lui-même a dû un peu danser suite aux propos de J.D. Vance sur le Royaume-Uni. Donc, il y a des... Et moi, c'est un peu, si je peux permettre une critique de l'administration Trump jusqu'à présent, on aurait aimé plus voir dans l'administration Trump le leader, en fait, que Trump et que les États-Unis deviennent leaders de la droite occidentale, de la droite nationale populiste occidentale. Et malheureusement, avec ces questions de guerre économique, c'est plus difficile à faire puisqu'il y a une forme d'antagonisme qui se crée avec des pays qui sont historiquement alliés. Je le dis chez nous, l'effet concret de l'élection de Trump et de la guerre économique, ça a été de favoriser la gauche canadienne, en quelque sorte, et pas du tout de donner une dynamique électorale à la droite. Donc évidemment, Trump n'est pas là pour sauver le Canada de lui-même. C'est pas son boulot. MAGA et America First, ça veut pas dire sauver le Canada du marxisme culturel. Il est là pour défendre les intérêts américains. Et ça, tous les patriotes, tous les nationalistes le comprennent. Seulement, ça a des effets. Et ça a des effets dans nos pays. Donc, il va falloir surveiller ça de façon intelligente, je pense, pour chacune de nos conditions nationales et négocier, en fait, notre rapport de dépendance aux États-Unis. Évidemment, en Europe, c'est plutôt une dépendance géostratégique, militaire. Dans le cas du Canada, c'est non seulement géostratégique, mais c'est également économique. Donc, tout ça est un jeu de tango, je pense, pour la droite. S'inspirer de Trump sans avoir l'air de son petit caniche. Voilà. Allez-y, Pauline, je vous laisse répondre. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Exactement. Alexandre, il toujours dit beaucoup mieux que moi et il dit les choses très bien. J'ai voulu dire que, François, avant, vous avez utilisé le mot isolationniste. Oui. Et Alexandre a utilisé protectionniste. Et c'est plutôt America first, oui. L'Amérique d'abord. C'est pas Trump n'est pas un isolationniste parce que si ça c'était le cas, il n'aura pas essayé de trouver des solutions autour du monde. Donc, il n'est pas un isolationniste. Il essaie de... Alexandre a parlé pendant son premier mandat, les accords Abraham d'accord entre Israël et les différents pays arabes. Et il a réussi de créer les accords de commerce entre les différents pays, jamais fait avant. Et maintenant, il cherche de la paix. Donc, c'est juste l'America first, mais il abandonne pas l'OTAN. Il y a beaucoup de gens en Europe qui s'inquiètent. Il ne va pas abandonner l'OTAN. Il voudrait, comme Alexandre a bien dit, que les autres pays dépensent plus. Finalement, parce que les États-Unis, on a plus de 36 000 milliards de dettes. Les gens ne réalisent pas.
et on a besoin d'aide des autres, pour les Européens, à payer, agrandir le militaire. Mais le militaire américain sera toujours là. Et je voudrais poser peut-être des questions un peu provocateurs à Alexandre, parce qu'on parle souvent des les guerres de droits de douane, et c'est toujours présenté comme Trump commence. Et pourquoi il commence? Mais depuis que ça commence, j'ai lu et j'ai fait la recherche sur les différents tarifs déjà faits par Canada sur les produits américains, et ils sont énormes. 300% tarifs sur du lait, du fromage, du beurre, les poules. Et Trump a annoncé un tarif de 25% sur aluminium et l'acier, oui. Et les tarifs imposés sur les produits américains, aluminium et steel, sont 45% sur aluminium, c'est plus. Donc, quand Trump parle de les commerces, les échanges commerciaux, le trade, les droits de douane, il toujours parle que c'est juste. C'est une réponse aux autres pays, comme Canada, comme Europe, où il y a un déficit de plus de 200 milliards de dollars en 2024 pour les Européens. Un déficit qui est mais j'ai voulu poser la question à Alexandre. Quand vous voyez ça, vous trouvez que c'est Trump a juste de dire que ça, c'est une réponse aux tarifs déjà en place, ou non? Oh, ben écoutez, tout ça, c'est évidemment un gros enjeu, parce que vous savez très bien que le déficit commercial des États-Unis face au Canada, ça vient principalement d'une seule ressource naturelle, le pétrole. Si on n'avait pas la question énergétique, les États-Unis seraient en surplus commercial avec le Canada. Parce qu'en fait, on consomme beaucoup plus de biens américains que les Américains consomment de biens canadiens. Hein? On produit pas grand-chose quand même au Canada. Donc, il y a la question du pétrole. Et évidemment, là-dessus, il faut voir d'ailleurs ce qui va être lancé, hein, parce que je pense que la question d'un oléoduc qui part de l'Alberta pour aller aux États-Unis, ça avait été mis en place, ou en tout cas, il y avait un projet Keystone XL qui avait été mis en place par Trump. Ça avait été arrêté, non pas par Justin Trudeau, mais par les Américains eux-mêmes. C'est Joe Biden qui avait arrêté le projet. Ah oui, Joe Biden, oui, bien sûr. Les États-Unis qui ont eu une petite phase là, éco-socialiste, et on va voir si ça va pas être relancé finalement par l'administration Trump. Donc, il y a la question énergétique. Je rappelle par exemple que la Trump Tower est finalement est illuminée par l'électricité d'Hydro-Québec. Hein, c'est la compagnie nationale québécoise qui allume Trump. Donc, il y a une interconnexion, évidemment, des deux économies. On sait, par exemple, que les pièces d'auto qui passent dans le nord des États-Unis pour aller dans le sud de l'Ontario, ils font à peu près 7 fois la frontière. Ils passent d'une frontière à l'autre pour finalement se retrouver assemblés soit au Canada, soit aux États-Unis. Donc, il y a vraiment une interconnexion, si on veut, en quelque sorte, des économies canadiennes et québécoises. Sur les droits de douane, évidemment, pour la question des produits laitiers et des produits, finalement, du monde agricole, il faut comprendre qu'en fait, c'est un système qui protège surtout les petites exploitations québécoises. Parce qu'en fait, nous, on fonctionne sur une industrie agroalimentaire qui est faite par des petites exploitations familiales et non pas comme les immenses méga-fermes américaines. Donc, si on baisse les droits de douane, ce qui c'est une possibilité. Hein. C'est possible que dans les négociations sur le renouvellement de l'accord de libre-échange Canada et États-Unis, c'est possible que le Canada finisse par laisser tomber finalement ce qu'on appelle chez nous la gestion de l'offre des produits agroalimentaires. Et là, ça ferait tomber toutes les petites exploitations familiales québécoises. Oui. Évidemment, le Canada utilise aussi des droits de douane, et je dois dire aussi sur la Chine. Hein. Les États-Unis n'ont pas inventé les droits de douane, ça c'est évident. Seulement, je pense que psychologiquement, on a toujours senti, et les Canadiens anglais peut-être même plus que les Québécois francophones, les Canadiens anglais ont toujours senti les Américains comme vraiment un peuple frère. Et ça a été vécu très brutalement, je pense, psychologiquement, par les médias,
par la classe politique, et c'est pour ça que ça crée des remous chez nous. Après, dans le détail, on le sait, il y a des grandes questions qui se posent sur le bois d'œuvre. Tout ça ne date pas de Trump. Ça précède depuis bien des années. Les Américains, d'ailleurs, avaient déjà poursuivi un peu les mesures protectionnistes sous Joe Biden. Disons juste que c'est toujours la communication trumpienne qui rajoute une dose d'hystérie chez, finalement, les alliés naturels des Américains. Il y avait un rendez-vous la semaine dernière entre, comment il s'appelle, Ford de Ontario et avec le secrétaire de commerce ou le trésorier, avec les Américains, l'équipe de Trump, pour au moins démarrer les discussions. Arrête de lancer les choses à chacun. Tarif contre tarif, etc. Oui, d'avoir tout le monde autour de la même table, discuter, commencer à discuter les choses qu'Alexandre vient de dire, qu'on a besoin de l'énergie du Canada, surtout de différentes provinces, Québec et British Columbia, je crois, ou Alberta. Alberta, oui. Alberta, plutôt. Et après, trouver des solutions, plutôt trouver les exceptions, peut-être, et négocier les solutions. Trump toujours vient d'un endroit très fort avant les négociations. Et ça fait peur aux gens. Parce qu'il est sérieux en même temps, mais il voudrait, finalement, il y aura un compromis. Mais alors, je vais aller dans le sens de Paul Ryan parce que c'est vrai que j'ai été impacté, il se trouve, par les négociations entre les États-Unis et le Canada, puisque les auditeurs le savent peut-être, mais il se trouve que je suis charpentier et donc la France aujourd'hui paye son bois beaucoup plus cher qu'avant, puisque il me semble que le Canada avait augmenté les droits de douane sur le bois. Et ce qui fait que les États-Unis, en tout cas, ou alors avaient augmenté les prix, mais les États-Unis se sont mis à se fournir dans les pays d'Europe de l'Est, Pologne, Hongrie, etc. C'est-à-dire au même endroit où nous on se fournit. Et donc l'offre ayant soudainement augmenté, on s'est retrouvé à payer le bois 2 à 3 fois plus cher. Et aujourd'hui, c'est nous impacté. En effet, sur le côté Trump fait peur et ensuite son administration négocie. Lorsque j'étais à l'Arc, j'ai assisté à un dîner-conférence avec Ron Dermer, qui était l'ancien ambassadeur d'Israël auprès des États-Unis sous le mandat de Trump et sous une partie du mandat de Biden. Et il nous disait qu'à la fin du premier mandat de Trump, on lui avait demandé quels seraient sous Biden les prochains pays arabes à rejoindre les accords d'Abraham. Et il avait dit, il n'y en aura aucun. Parce que sans la crainte de se voir totalement coupé de l'économie américaine ou d'avoir une répression militaire ou sécuritaire, que ce ne soit que par l'industrie de défense ou le renseignement, ils n'auront pas la pression pour agir. Et surtout, ils n'auront pas la pression pour s'allier avec Israël qui, durant le mandat de Biden, était perçu comme un État faible puisque ne disposant plus de l'interventionnisme américain pour le protéger. Et tout le monde a vu que Biden était faible. Et donc, il ne pourrait rien faire après ça. Si je peux me permettre sur cet enjeu, je peux même rajouter quelque chose à charge contre l'administration Biden. Il a retiré les outils de l'organisation internationale terroriste. Il a retiré les outils finalement du statut de terroriste que les États-Unis leur avaient donné. Donc, en fait, ça a froissé l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'est retournée plutôt vers la Russie. Et donc, en fait, il a saboté toute la stratégie trumpienne de rapprochement avec les Saoudiens, en voyant en plus ce qui s'est passé au Yémen ensuite, c'est-à-dire les Houthis qui, finalement, se sont solidarisés avec le Hamas et ont attaqué notamment des bateaux marchands occidentaux dans le golfe d'Aden. Donc, en fait, il faut le dire, c'est une catastrophe monumentale, l'administration Biden, en termes géostratégiques. Et moi, je le dis, et ça peut un peu choquer nos médias bien pensants, mais ne serait-ce que pour les accords d'Abraham, le prix Nobel de la paix, il n'aurait pas dû être donné à Obama, qui a strictement rien fait. Il aurait dû être donné à Trump. Ne serait-ce que pour avoir signé la paix entre Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Soudan et le Maroc.
Ça, on n'en parle jamais. Notre gauche, n'est-ce pas, la gauche parisienne ou montréalaise ou américaine qui a que le mot paix à la bouche, elle est incapable de reconnaître, en fait, l'efficacité de la diplomatie trumpienne. Et je suis d'accord avec monsieur, c'est tout à fait en raison de la position de force de Trump. Ouais. Ça fait à la fois partie de la stratégie d'intimidation, la stratégie de déstabilisation, non seulement des adversaires géostratégiques, finalement des États-Unis, que ça soit, on va dire, les concurrents comme la Chine et la Russie, mais également l'Iran. Il y a des gens qui ont beaucoup plus chaud aux fesses, soudainement, depuis que Trump est là, que sous Biden, parce qu'ils ne savent précisément pas exactement ce que va faire l'administration américaine. Donc, cette imprévisibilité, ça peut être un peu énervant quand on est allié des États-Unis, bien sûr. Mais quand on est ennemi, là, c'est très, très, très énervant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours prendre en compte quand on analyse la rhétorique trumpiste en matière de politique internationale et son bilan. Le bilan, parce que le bilan, il y en a un, et il est assez positif, il faut le dire. Oui, parce que beaucoup des élites en Europe et ailleurs répètent tout le temps que l'imprévisible de Trump, c'est une faiblesse, mais c'est une force. Il comprend rien. Et c'est une force contre surtout nos ennemis et adversaires. Et Trump a hérité une catastrophe dans tous les coins du monde. Et Alexandre a parlé de l'Iran et la Chine et la Corée du Nord et la Russie. Cet axe de mal aujourd'hui que en même temps qu'on parle de Israël et Gaza, il y a ça aussi. Et Trump il essaie de traiter tout ça. Il y a énormément de problèmes et Trump va bien gérer, à mon avis. Il faut lui donner un peu de temps et voir tout ce qu'il fait à la même temps. Pour tous les différents problèmes. On n'a pas eu le temps de parler de Groenland pour le moment, mais ça, c'est la même chose. C'est la sécurité. Alexandre a parlé un peu de la sécurité de l'Arctique. Et la Chine et la Russie, il y a des bateaux là. C'est pas loin des États-Unis. Oui, parce que en effet, on a parlé de la Chine brièvement, mais sans forcément détailler. On a parlé de la guerre économique et commerciale que livrent les États-Unis à la Chine et inversement. Mais quelque chose en fait qui commençait à voir le jour de manière parfois inquiétante sous Biden, c'est le développement des BRICS. Les BRICS, avec la guerre en Russie et le rapprochement de la Russie de l'Est ou du Sud, je ne sais pas comment on peut dire, a permis un développement des BRICS, que ce soit en termes de nombre de pays qui la composent, jusqu'à, et ça c'était la limite à pas dépasser, la potentielle création d'une monnaie commune. Et on sait que Trump est extrêmement attaché à la prévalence du dollar sur la scène internationale, sûr, et ne laissera absolument jamais faire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Mais je ne crois pas que les États-Unis va envahir le Groenland. Il essaie de convaincre les peuples de voir les avantages que avec la protection et l'intérêt des États-Unis dans le pays. Mais je crois que les peuples viennent de voter quelque chose qu'ils ne sont pas intéressés. Mais Trump ne va jamais arrêter. Hein. Il ne va pas acheter, envahir le pays. Il va négocier quelque chose que peut-être il y a une présence des Américains là-bas pour la sécurité et la protection des États-Unis. Oui, parce que pour une toute petite parenthèse, mais ce qu'on connaît moins sur le Groenland, c'est que c'est en effet, c'est un peu un système comme en Nouvelle-Calédonie en fait. Les populations inuites du Groenland, qui ne sont pas forcément les populations originelles, ne peuvent voter que si elles sont là depuis au moins 5 ans. Et au nom de ça, on interdit aux Danois de voter sur la détermination de l'avenir du Groenland. Et ce sont quelques Inuits dans quelques villages qui éventuellement se sont prononcés en faveur d'une potentielle annexion par les États-Unis, mais c'est absolument pas représentatif de la volonté des gens habitant effectivement sur le territoire du Groenland, et encore moins des Danois en règle générale.
Oui, donc il n'y a pas à craindre une invasion du Groenland par les marines américains demain. Invasion, oui, non, exactement. Bon, écoutez, messieurs, on approche gentiment de la fin de l'émission. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc on va s'amener vers des conclusions. Moi j'avais une remarque là, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Alexandre Cormier-Denis tout à l'heure au sujet de l'influence culturelle et de l'influence en général en fait des États-Unis un peu partout dans le monde, hein, mais notamment en Europe de l'Ouest. Et c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, Français, de sensibilité de droite, identitaires, conservateurs, etc., on appelait de nos vœux finalement que nos pays et que la France en particulier se détachent de l'influence américaine à plein de niveaux, au niveau du wokisme évidemment, de la nourriture, de plein de façons, de plein de choses. Et lorsque Trump est arrivé au pouvoir, finalement on a eu un sentiment mitigé parce qu'on s'est dit bon, on est sous domination culturelle américaine, mais finalement c'est peut-être ce qui va nous sauver. Et puis en fait Trump arrive au pouvoir et puis on se dit bon puisqu'on suit tout le temps les États-Unis, nos élites wokistes vont suivre et finalement c'est ce qu'elles ne font pas. Alors c'est vrai que en même temps pour nous c'est une opportunité de redevenir nous-mêmes quelque part. Mais là ce qui se dessine en tout cas on va dire court ou moyen terme, c'est plutôt qu'on se détache de l'influence américaine pour rester wokiste. Alors Alexandre Cormier-Denis, allez-y, je vous laisse réagir. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'il peut y avoir un réflexe pavlovien de nos élites pour faire l'inverse de ce que font les Américains. C'est-à-dire, regardez les Américains, ce sont des rednecks, de l'autre côté de l'Atlantique. Oh mon Dieu, ils sont d'extrême droite, ce sont des chrétiens évangélistes. Donc nous, on va faire exactement l'opposé et on va s'enfoncer dans le socialisme et on va s'enfoncer dans le gauchisme. Mais tout comme la France a constitutionnalisé, tout comme la France a constitutionnalisé l'avortement juste après la révocation de Wade versus Roe. Roe versus Wade, exactement. Regarde, mon Dieu, voilà. Vous me volez ma punchline, mon cher. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce qu'ont fait les Français. Ils se sont dit, regardez, la question de l'avortement redevient un sujet politique aux États-Unis. La Cour suprême révoque Roe versus Wade. On redonne le pouvoir aux États. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, mon Dieu, qu'entre guillemets, le droit des femmes, entre guillemets, est attaqué par ces méchants Américains rednecks. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, bons petits socialistes français? On va, constitutionnaliser le droit à l'avortement dans la Constitution française. Donc, la révolution culturelle trumpiste a mené à une gauchisation culturelle française. Donc ça, il faut faire très attention aux effets pervers de ce qu'on voit en face de nous. C'est-à-dire que, par réflexe pavlovien, nous pouvons, il est possible, c'est une possibilité historique, que nos pays se gauchisent davantage. J'ai écouté Mark Carney, justement, premier ministre non élu du Canada, qui a dit notamment, les États-Unis contestent les politiques d'inclusion, de diversité et d'équité, le fameux EDI, eh bien nous, jamais le Canada ne va revenir là-dessus. Donc, vous voyez que pour nos élites, la révolution culturelle trumpiste, si je peux l'appeler comme ça, elle sert de démarqueur oppositionnel, en fait. Et ils vont se dire, en fait, nous, on va faire totalement l'inverse. On va s'enfoncer dans le gauchisme. Au fond, on va s'enfoncer dans la fin de l'histoire, dans la postmodernité, et on refuse de, finalement, prendre le pas des changements idéologiques qu'on est en train de voir aux États-Unis. Donc mais ça, c'est pas la faute des Américains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les Américains ont une pulsion de vie, si ils ont voté pour un candidat national populiste qui avait 90% des médias contre lui, et ils ont quand même voté pour ce candidat parce qu'ils ont considéré qu'il avait le meilleur programme et qu'il incarnait plus que la candidate d'en face les intérêts de la nation, tant mieux pour les Américains. On va pas leur reprocher le fait d'avoir une pulsion de vie et d'être, patriote. À un moment donné, c'est aussi à nous, Français, Québécois, Canadiens, Allemands, Italiens, Polonais, Britanniques, d'avoir des pulsions de vie nationales. Alors,
Et En effet, on va donner quand même. Il nous reste 3 minutes avant de conclure cette émission. Le mot de la fin à Paul Reed. à Paul Reed. Parce qu'en fait, en effet, on a parlé de tout ce qui a été fait en 2 mois. Et on le rappelle, c'est seulement 2 mois. Vers quoi on s'oriente? Est-ce que on va sauver Taïwan de la Chine? Est-ce que on va sauver, comme le dit Alexandre Cormier-Denis, les Américains de la chape morale que leur ont imposé les wokistes? Est-ce que finalement on va conserver nos amitiés avec les Américains? Vers où on se dirige? En 2 minutes, résolvez tous les problèmes mondiaux, s'il vous plaît. Ouais. Si les Européens peuvent donner un peu patience avec Donald Trump, on peut sauver l'amitié. Il y aura des moments difficiles, mais à la fin, les politiques de Donald Trump, à mon avis, va, comme Guillaume a bien dit, va motiver quelques Européens à changer leur comportement, créer une sorte de révolution en Europe contre les élites, contre le wokisme, contre la massive immigration illégale qui crée énormément de problèmes. Et tout sera bien. On va continuer. Trump, 5 minutes. J'ai voulu juste ajouter... 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. J'ai voulu juste ajouter 2 mots à les choses que Alexandre disait pour wokisme. Et le fait que Trump a gagné le vote populaire pour la première fois par un républicain en 20 ans. Il a gagné plus de pourcentage des minorités comme les Noirs et les Latinos. Et il y avait énormément qui a bougé de gauche à droite. Pourquoi? Parce que les démocrates sont allés trop loin, surtout en termes de wokisme. Et les rôles sont renversés. Trump a renversé les rôles. Il n'est pas un néocon. Il prend des positions qui étaient les positions des démocrates avant. Il protège des femmes, la sécurité des femmes et des filles et des parents. Dans les écoles américaines où il y a des ondes biologiques dans les vestiaires, sur les équipes des femmes et tout ça. Mais j'ai voulu juste dire et terminer que les démocrates ont refusé de changer. Ils répètent et ils battent encore et pour les hommes et les transgenres et tout ça. Et ça, c'est pourquoi le populaire, c'est terminé. Ils sont perdus. Et j'espère que l'Europe va être motivée par la présidence et les politiques de Trump. Pas tout de suite, mais avec le temps. Et qu'on va se rapprocher même. Eh bien, écoutez, on l'espère aussi. En tout cas, messieurs, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. François-Xavier, je vous laisse le mot de la fin. Je salue les auditeurs et à bientôt dans la prochaine émission. Eh bien écoutez, merci à vous, c'est toujours un plaisir de rencontrer Alexandre Cormier-Denis et je pense que dans les mois et années à venir, Paul Reed pourra venir commenter encore et toujours l'actualité. C'était un grand plaisir d'être là, surtout avec Alexandre. Et donc nous quittons sur ce mot de la fin chargé d'espoir et nous pourrons donc déjà commencer à préparer nos réservations pour le grand resort hôtelier de Gaza sur plage pour savourer la paix revenue au Moyen-Orient, en Europe et dans le monde.